Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur John Mearsheimer pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde avec cette nouvelle rivalité entre grandes puissances et aussi comment l'issue de la guerre en Ukraine influencera cette nouvelle guerre froide. Merci d'être venu et je pensais commencer par une question très importante, à savoir si nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide et si oui, qui sont les acteurs, quels sont les intérêts en jeu et quelles sont les règles de cette nouvelle guerre froide? Eh bien, je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide. Je pense que nous sommes dans un système multipolaire et je pense que les États-Unis, la Chine et la Russie sont les trois grandes puissances. Et les États-Unis sont certainement en guerre froide avec la Chine. Que veux-je dire exactement par là? Je pense qu'en raison du fait que la Chine est tellement puissante et menace de dominer l'Asie de l'Est et que les États-Unis feront presque tout pour empêcher que cela n'arrive, il en résulte inévitablement une intense rivalité sécuritaire avec la Chine. Et, excusez-moi, je pense que vous en avez vu des preuves ces dernières années, et pour moi, une intense compétition sécuritaire est une guerre froide, et je distingue une guerre froide d'une guerre chaude. Une guerre chaude, c'est quand deux pays comme les États-Unis et la Chine s'affrontent réellement, et bien sûr, c'est ce que nous voulons éviter. Mais le fait est que nous sommes en guerre froide avec les Chinois, ou les Chinois sont en guerre froide avec nous. C'est une intense compétition sécuritaire, et le but du jeu est de s'assurer que cette compétition sécuritaire ou cette guerre froide ne se transforme pas en guerre chaude. Cela soulève la question, qu'en est-il de la Russie ? Eh bien, il est assez clair que depuis que nous sommes entrés dans la multipolarité, les Russes et les Chinois ont été des alliés proches contre les États-Unis. Et cela est en grande partie dû à la guerre en Ukraine, qui a poussé les Russes dans les bras des Chinois et a provoqué des relations très proches entre les Chinois et les Russes. Donc, les États-Unis, certainement par l'administration Biden, étaient impliqués dans une guerre froide avec les Russes, ainsi qu'avec les Chinois. Maintenant, ce qui s'est passé avec le président Trump, c'est qu'il a essayé de changer cette situation. Il ne veut pas avoir une intense compétition sécuritaire avec la Russie. Et en fait, ce que l'administration Trump aimerait faire, c'est avoir de bonnes relations avec la Russie et en faire une alliance Russie plus États-Unis contre la Chine. Je pense que c'est l'objectif fondamental du président Trump, mais il n'a pas pu le réaliser et le résultat final est que les États-Unis sont essentiellement toujours en guerre froide avec la Russie ainsi qu'avec la Chine. Et dans les deux cas, nous voulons nous assurer, comme je l'ai dit auparavant, que cette guerre froide ou ces guerres froides ne se transforment pas en guerre chaude. Et si vous regardez ce qui s'est passé avec l'Ukraine ces dernières années, s'il y a un endroit où il est probable qu'une guerre froide se transforme en guerre chaude, c'est en Ukraine. L'Ukraine jusqu'à présent, ou l'Europe jusqu'à présent, ou la relation entre les États-Unis et la Russie a été en réalité plus dangereuse que la compétition entre les États-Unis et la Chine. Nous n'avons pas eu de crise majeure en Asie de l'Est impliquant les États-Unis et la Chine. Donc cette guerre froide est restée très froide, ce qui est une bonne chose. Mais la guerre en Ukraine, et étant donné certains des événements qui ont eu lieu là-bas, m'ont beaucoup inquiété que la guerre froide là-bas ne se transforme en guerre chaude. Eh bien, je suppose que l'espoir et l'attente de nombreux dirigeants européens étaient que les États-Unis et les Européens s'unissent dans cette nouvelle guerre froide. Donc, la hégémonie libérale est terminée, pensait-il, et maintenant, nous nous retirerions dans cette, retourner dans le temps et revenir à cette unité complète comme nous l'avions lors de la première guerre froide, c'est-à-dire l'unité et l'opposition à la Russie en tant qu'ennemi commun. Et bien que l'on ait supposé que l'Ukraine nous unirait, maintenant, elle semble plutôt nous diviser. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment expliques-tu cela? Et qu'est-ce que les Européens ne comprennent pas?
est-ce que les États-Unis ne voient pas la Russie comme la même menace que les Européens? Est-ce la préoccupation de pousser la Russie vers la Chine? Est-ce que l'Europe est un partenaire trop coûteux au lieu d'être un amplificateur de force? Ou est-ce simplement une politique ou une approche de la sécurité internationale propre à Trump? Eh bien, pour les États-Unis, d'un point de vue américain, il est tout à fait logique d'avoir de bonnes relations avec la Russie. La Chine est le principal rival. Si vous classez ces trois grandes puissances, de la plus puissante à la moins puissante, il n'y a aucun doute que les États-Unis restent l'État le plus puissant de la planète, mais les Chinois sont un second proche et beaucoup disent qu'ils comblent l'écart. Donc nous avons cette situation du point de vue américain où il y a un concurrent de premier plan dans le système et ce concurrent a le potentiel, et je souligne le mot potentiel, de dominer l'Asie de l'Est, ce que les États-Unis ne veulent pas voir arriver. Nous avons donc un intérêt particulier à nous concentrer sur l'Asie de l'Est plutôt que sur l'Europe, car la Russie est la plus faible des trois grandes puissances, et la Russie n'est pas une menace pour dominer l'Europe. Et dans la mesure où la Russie est une menace en Europe, et encore une fois, je ne crois pas que ce soit une très grande menace, mais dans la mesure où elle est une menace, nous croyons, et c'est certainement vrai pour le président Trump, que les Européens peuvent gérer cette menace, ce qui devrait nous libérer pour nous tourner plus complètement vers l'Asie, pour faire face à ce concurrent de premier plan appelé Chine. Nous avons donc un puissant incitatif structurel, et quand je dis incitatif structurel, je parle de ce que l'équilibre des pouvoirs nous dit de faire. Nous avons un puissant incitatif structurel à nous tourner vers l'Asie de l'Est et laisser les Européens gérer la Russie. Voilà notre structure incitative, et ce n'est pas la structure incitative de l'Europe. L'Europe est dans une situation très différente. L'Europe, parce que les Russes sont juste à côté, doit penser avant tout à la Russie. Maintenant, mon avis est que la Russie n'était pas une menace pour l'Europe, mais les Européens et bien sûr les Américains ont bêtement poussé l'expansion de l'OTAN en Ukraine, ce qui a conduit à cette guerre désastreuse. Et pour une variété de raisons que tu connais bien, Glenn, les Européens se sont retrouvés dans une situation où ils ont fini par voir la Russie comme une menace mortelle et ils sont donc profondément engagés à utiliser l'Ukraine comme un bélier pour affaiblir la Russie parce qu'ils voient cette menace russe à chaque tournant. Et que toi et moi pensions que c'est stupide ou non est largement sans importance parce qu'ils pensent de cette manière. Les Européens ont donc une vision très différente de la soi-disant menace russe par rapport aux Américains. Et comme je l'ai dit, si c'est le cas, les Américains ont un incitatif à s'allier avec les Russes contre les Chinois. C'est une anathème pour les Européens. Ils ne veulent pas entendre cela. Et là où vous voyez ce différend entre les États-Unis et l'Europe, ce différend transatlantique qui se déroule, c'est sur l'Ukraine parce que ce qui se passe concernant l'Ukraine, c'est que les Américains essaient de transférer le fardeau de la gestion de l'Ukraine et de la guerre en Ukraine sur les épaules des Européens. Les Européens, d'autre part, s'activent comme des fous pour garder les Américains impliqués dans le combat et maintenir la relation transatlantique vivante et en bonne santé. Mais c'est très difficile de faire cela quand on a affaire à Donald Trump. Mais est-ce toujours un incitatif pour les Européens? Parce que si vous retournez dans les années 1990, je peux voir l'argument pour redistribuer le continent et recréer essentiellement la logique de la guerre froide, parce que vous feriez de la Russie un ennemi, mais vous amèneriez les États-Unis et l'Europe comme les principaux pacificateurs, et eh bien, vous maintenez essentiellement la même structure que nous avions tout au long de la guerre froide afin que l'Occident politique garde également l'Europe unie. Cependant, maintenant que les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils veulent partir, cette division continue de l'Europe ne va-t-elle pas simplement créer plus de problèmes? Aussi parce que nous ne pouvons pas gérer la Russie seuls. Nous misons tout sur les États-Unis et les États-Unis ne veulent même pas être là. Nous créons des dépendances excessives.
ne serait-il pas logique que les Européens modifient un peu leur position sur la Russie, ou bien est-ce? Quelle est la menace de la Russie? Je sais qu'elle a de grandes capacités, mais cette hypothèse selon laquelle ils sont un empire, qu'ils veulent reconstruire l'Union soviétique, ce récit semble avoir émergé après 2014, mais il n'est pas apparu dans le vide. Cela s'est produit en février 2022. C'est à ce moment-là, je pense qu'ils ont commencé à riposter, pardon, sans prendre à, je pense que c'est le terme. Oui, je veux dire, comme vous et moi l'avons dit à de nombreuses reprises, il est indéniable que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN était vouée à provoquer de gros problèmes. Et bien sûr, en février 2014, une crise majeure a éclaté. Et 8 ans plus tard, en février 2022, une guerre a éclaté. Et cette guerre se poursuit encore. En fait, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine a duré plus longtemps que la guerre entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment assez remarquable. Et le résultat final est que cela a empoisonné les relations entre la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre. Et il n'y a aucune preuve que les relations entre ces deux côtés rivaux vont s'améliorer bientôt. Il semble donc que vous allez avoir des relations empoisonnées entre la Russie et l'Europe. Pour longtemps à venir, c'est désastreux pour les Européens, en grande partie parce que la Russie n'est tout simplement pas une menace sérieuse. Et je crois que si vous examinez le comportement de Poutine au fil du temps, Poutine voulait établir une sorte de modus vivendi avec les Européens. Il n'est pas un agresseur, il n'est pas déterminé à créer une grande Russie, malgré le fait que de nombreuses personnes en Occident soutiennent cet argument. Il voulait vivre une existence plutôt paisible avec les Européens. Mais tout cela est maintenant tombé à l'eau. C'est fini. Vous avez donc cette situation terrible où les Russes et les Européens sont des ennemis acharnés. C'est le point numéro 1. Mais le point numéro 2, et c'est ce dont nous parlions il y a quelques minutes, en même temps que cette relation toxique s'est développée, les Américains parlent de réduire considérablement, sinon quitter l'Europe. Le président Trump, comme nous le savons bien, aimerait détruire l'OTAN s'il le pouvait. Il détruirait cette institution s'il le pouvait. Et c'est une autre façon de dire que les Américains menacent de quitter l'Europe, ce qui signifie que le pacificateur américain, qui a joué un rôle si important pour maintenir la paix en Europe, disparaîtra. Et les Européens, bien sûr, comprennent presque unanimement que cela ne serait pas bon, que vous voulez garder les Américains en Europe parce qu'ils servent de force pacificatrice. Ils maintiennent toutes ces forces centrifuges qui sont juste sous la surface, en Europe sous la surface. Et si les Américains partent, ces forces centrifuges apparaîtront et vous aurez de gros problèmes d'action collective en essayant de mettre en place des arrangements entre les pays européens pour faire face à cette menace russe qu'ils ont tant contribué à créer. Donc, vous obtenez le pire des deux mondes ici, et les Européens semblent incapables de reconnaître cela et de faire quoi que ce soit pour remédier à la situation. Ils sont juste tellement profondément engagés dans cette relation hostile avec la Russie et ils ont tellement de mal à gérer le président Trump qu'il semble qu'il n'y ait pas de sortie pour eux. Et l'avenir, par conséquent, semble sombre pour l'Europe. Alors, comment cette guerre se terminera-t-elle? Je veux dire, êtes-vous optimiste quant à ces négociations qui ont lieu? Parce que je suppose que d'une part, nous voyons que la situation va de mal en pis du côté de l'OTAN et de l'Ukraine, ce qui, vous savez, si il y a... eh bien, si nous étions rationnels, nous chercherions à conclure un bon accord aujourd'hui, si, eh bien, mieux que ce que nous obtiendrions demain. D'autre part, nous avons vu avant Noël que ce plan en 20 points des Américains qu'ils tentaient de vendre aux Ukrainiens et aux Russes était déjà un peu éloigné. Mais les Européens sont intervenus en essayant essentiellement de le tirer encore plus vers le côté ukrainien, ce qui le rendrait encore plus intenable pour le côté victorieux, qui est le russe. Mais beaucoup de choses se passent maintenant.
Avez-vous un quelconque optimisme à propos de ces négociations? Je n'ai aucun optimisme. Je pense qu'il n'y a absolument aucune raison de penser que ces négociations vont produire une vraie paix. Si vous regardez les demandes de la Russie qui ont été clairement énoncées de nombreuses fois, et vous reconnaissez que ce sont essentiellement des demandes non négociables, au moins une poignée d'entre elles le sont, et nous les connaissons bien, elles sont non négociables, et puis vous regardez quelle est la position européenne ukrainienne sur ces demandes, elles sont diamétralement opposées. Ils sont justes. Il n'y a aucun recoupement. Les Européens et les Ukrainiens sont complètement en désaccord en termes de leurs demandes avec les demandes de la Russie. Donc je ne vois pas comment vous pouvez même vous rapprocher d'avoir un quelconque accord. Je ne pense pas, peut-être pouvez-vous, indiquer l'une des principales demandes de la Russie où les Européens ont cédé. Les Européens et les Ukrainiens veulent toujours que l'Ukraine ait une garantie de sécurité. Et du point de vue russe, cela est inacceptable, car c'est juste une autre façon d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. C'est une adhésion de facto à l'OTAN. Les Russes ne veulent pas que les États-Unis donnent à l'Ukraine une garantie de sécurité de l'article 5. Mais c'est ce que les Ukrainiens veulent et c'est ce que les Européens veulent. En ce qui concerne le territoire, les Russes ont clairement indiqué, encore une fois, à de nombreuses reprises, qu'ils veulent tout le territoire dans ces 4 oblasts qu'ils ont annexés. Autant que je peux dire, les Ukrainiens et les Européens ne seront même pas d'accord pour donner aux Russes le contrôle total sur ces 2 oblasts du Donbass et encore moins les 4 anciens chefs sur le territoire. Il n'y a simplement aucun signe d'accord significatif. Et en ce qui concerne la taille de l'armée ukrainienne qui existerait dans tout accord de paix, les 2 côtés sont à des années-lumière l'un de l'autre. Les Européens et les Ukrainiens parlent d'une armée ukrainienne qui compte entre 600 000 et 800 000 hommes. Lors des négociations d'Istanbul en 2022, les Russes insistaient pour que l'armée ukrainienne compte environ 85 000 soldats. Soldiers. Donc, lorsque vous comparez 85 000 avec 600 000 à 800 000 soldats, vous voyez que les 2 côtés sont à des années-lumière l'un de l'autre. Y a-t-il eu du mouvement, un signe de compromis sur cette question? Non. Y a-t-il eu un signe de compromis sur la question territoriale? Non. Y a-t-il eu un signe de compromis sur la question de la garantie de sécurité? Non. Alors, de quoi parle-t-on pour obtenir un quelconque accord significatif? Tout cela est, comme j'aime le dire, une grande danse kabuki. Il n'y a tout simplement rien de concret. Et néanmoins, juste pour aller plus loin, les Ukrainiens et les Européens continuent de parler d'un cessez-le-feu. Et même occasionnellement, les Américains parlent d'un cessez-le-feu. Les Russes ont encore une fois clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Et en fait, lorsque Trump a rencontré Poutine à Anchorage l'été dernier, Trump est sorti de la réunion en disant que tout le sujet d'un cessez-le-feu était hors de propos, car Poutine lui avait clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu, que cette guerre allait être réglée d'une manière ou d'une autre sur le champ de bataille, et Trump a dit cela. Il l'a reconnu à l'époque. Mais avec le temps, il en revient à parler occasionnellement de cessez-le-feu. Et les Européens et les Ukrainiens parlent beaucoup plus fréquemment de cessez-le-feu. Mais ça ne va pas arriver. Celui-ci va se régler sur le champ de bataille. Il y aura finalement, je pense, un armistice parce que un côté ou l'autre l'emportera. Et c'est juste une autre façon de dire que cela se réglera sur le champ de bataille. Mais cela ne se réglera pas par des négociations diplomatiques à Abu Dhabi ou à Istanbul ou à Moscou. Ça ne va tout simplement pas arriver, du moins basé sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Oui, je trouve cela très étrange, beaucoup de rhétorique autour, surtout lorsque les Européens appellent à ce compromis,
parce que le compromis qu'ils auraient pu obtenir était plutôt bon en 2022, mais ils ont attendu 4 ans, longtemps, et ils s'attendent toujours à ce que les parties se rencontrent quelque part au milieu et parviennent à un accord. Et encore plus, ils veulent que les Russes fassent les plus grandes concessions, semble-t-il, et le type de concession qu'ils veulent est essentiellement la raison pour laquelle les Russes sont allés en Ukraine pour empêcher la victoire ou en quelque sorte empêcher l'OTAN de s'intégrer en Ukraine essentiellement dans un accord de paix, ce qui, vous savez, après la victoire russe, il semble que les Européens veulent ce que les Russes sont allés en guerre pour empêcher, c'est-à-dire des troupes européennes et de l'OTAN en Ukraine. Et cela me déconcerte un peu, ce langage très normatif qu'ils ont, parce qu'ils font valoir que eh bien, l'Ukraine ne peut pas faire la plus grande concession. Ce n'est pas juste parce que la Russie est l'agresseur, l'Ukraine est la victime. Donc, ils ne parleront même pas de garantie de sécurité pour la Russie, car il n'y a pas de reconnaissance de la compétition sécuritaire. Ce ne sont que des bons et des méchants, un agresseur et une victime. Et donc, les Russes semblent parler dans le langage du pouvoir, c'est-à-dire, vous savez, nous avons gagné. Nous pouvons dicter les termes, tandis que les Européens parlent ce langage normatif, mais ce n'est pas juste parce que vous êtes l'agresseur. C'est très étrange à observer. C'est comme s'ils ne parlaient pas le même langage diplomatique. Désolé. Oui, si je peux juste intervenir, Glenn. J'ai en fait une explication pour cela. Je ne dis pas que c'est la bonne explication, mais c'est juste ma façon de penser à ce problème. Je pense que la grande majorité des gens dans l'élite de la politique étrangère en Europe, et c'est vrai même aux États-Unis, parce que je pense que Trump est quelque peu une anomalie, ils croient tous que l'Ukraine dans l'OTAN n'est pas une menace existentielle pour la Russie. Ils croient que ce qui se passe ici, c'est que Poutine est un impérialiste et qu'il essaye de créer une Russie plus grande. Oui, cela importe pour la sécurité, mais il y a une cause plus profonde ici. C'est juste ce gène impérial que tous les dirigeants russes ou soviétiques ont. Et Poutine est particulièrement agressif. Et cela n'a rien à voir avec l'expansion de l'OTAN. C'est comment pourrait-on croire qu'une alliance bénigne comme l'OTAN, et encore une fois, c'est là que vous voyez la rhétorique sur le fait que nous sommes les bons gars dont vous parliez, comment une alliance bénigne comme l'OTAN pourrait être vue par n'importe quel dirigeant russe comme une menace mortelle. Voilà notre façon de voir le monde, ici en Occident. Il y a bien sûr des gens comme vous et moi et une poignée d'autres qui n'acceptent pas cet argument, mais nous sommes en minorité. Ensuite, du côté russe, ils ont clairement manifesté au fil des années que l'Ukraine dans l'OTAN est une menace existentielle. C'est, de leur point de vue, une menace existentielle. Et une fois que vous comprenez qu'ils voient ce qui se passe en Ukraine comme une menace pour leur survie, encore une fois, que nous, en Occident, aimions cet argument ou non, il y a une abondance. Laissez-moi changer ma rhétorique. Il y a une surabondance de preuves qu'ils voient ce qui se passe en Ukraine, et surtout avec les Européens et les Américains soutenant les Ukrainiens comme une menace mortelle, comme une menace existentielle. Et c'est pourquoi ils ne sont pas disposés à faire des compromis significatifs. Et en fait, comme vous le savez bien, Glenn, si quelque chose la situation de leur point de vue leur donne de grandes incitations à prendre encore plus de territoires qu'ils n'ont déjà pris, à annexer plus d'oblasts, à aller plus loin pour détruire l'Ukraine, à vraiment la transformer en un État tronqué, dysfonctionnel, à empoisonner les relations au sein de l'Europe, à empoisonner les relations à travers l'Atlantique entre les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre côté. Encore une fois que vous comprenez que les Russes ne voient pas cela comme un cas d'impérialisme, mais comme une menace existentielle, cela paraît très différent. Mais nous refusons, nous, en Occident, et cela, bien sûr, ne nous inclut pas, je veux être clair là-dessus, mais les gens en Occident, les personnes dans les établissements de politique étrangère dans les pays européens et aux États-Unis, pour la plupart, refusent d'accepter que la Russie a un point de vue légitime, que les Russes voient vraiment les choses de cette façon. Et c'est ce qui, selon moi, explique pourquoi les deux parties sont si éloignées
Et de plus, cela explique pourquoi les gens en Occident sont si déconcertés que les Russes ne fassent aucune concession. Ils devraient faire des concessions, nous pensons, mais c'est parce que l'image que nous avons en tête de la façon dont les Russes pensent est simplement fausse. Il est intéressant cependant de voir la réticence à accepter que les Russes considèrent l'OTAN comme une menace existentielle, car bien qu'il y ait un bon point de vue derrière l'avis russe, je ressens souvent que si vous essayez de créer une Europe sans la Russie, cela deviendrait inévitablement contre la Russie, car comment pouvez-vous avoir une Europe où le plus grand pays ne fait pas partie? Ce serait comme si vous créiez une architecture de sécurité en Amérique dirigée par la Chine et les États-Unis seraient les seuls à ne pas être autorisés à participer. Cela serait inévitablement considéré comme visant les États-Unis. Donc, il est très difficile de comprendre pourquoi il n'y a pas de compréhension pour cela, cependant, et surtout cette présomption de nos intentions bienveillantes après l'Afghanistan, l'Irak ou la Yougoslavie également, la Libye, la Syrie, l'Iran, Gaza, les 12 dernières années en Ukraine. Il devrait y avoir une certaine compréhension, cependant, que peut-être oui, ce n'est pas juste un groupe de démocratie répandant des valeurs, mais vous avez mentionné cette idée de... Glenn, est-ce que je peux? Puis-je juste intervenir et dire un mot ou deux à ce sujet? Parce que j'ai réfléchi à cette question. Tout d'abord, je pense qu'il est important de comprendre que la décision d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN a été prise en avril 2008. Et c'était pendant le moment unipolaire. C'était au sommet du moment unipolaire. Et nous nous considérions comme les gentils. Nous étions l'hégémon bienveillant et les Européens ont adhéré à cette rhétorique à l'époque et nous pensions que l'expansion de l'OTAN ne pouvait pas être perçue comme une menace par les Russes de manière significative car, encore une fois, nous étions les gentils. Nous étions. Les États-Unis étaient un hégémon bienveillant et les Européens nous suivaient en se comportant de manière bienveillante également. Maintenant, vous pourriez dire que c'était faux, mais c'est ainsi que nous y avons pensé. Puis la crise éclate en 2014 et bien sûr, la guerre éclate en 2022. Mais dès que la crise éclate en 2014 et que vous avez vraiment de sérieux problèmes, la question devient qui est responsable, n'est-ce pas? Et cette question est présente aujourd'hui. Qui est responsable de ce désastre? Eh bien, si vous croyez que c'est l'expansion de l'OTAN qui est en grande partie responsable de cette guerre, de ce désastre, de cet incroyable désastre, alors vous dites que l'Occident est responsable. Si vous dites que la Russie était animée par des ambitions impérialistes, que Poutine est un impérialiste russe classique qui devait être arrêté, alors Poutine doit être blâmé. Donc, nous, en Occident, avons un intérêt à faire valoir que Poutine était un impérialiste et que ce sont ses ambitions impérialistes qui ont causé la guerre, car nous voulons lui attribuer la responsabilité de cette guerre. Nous voulons le blâmer pour cette guerre. Si vous suivez la voie que nous avons empruntée, vous et moi, et que vous affirmez que l'expansion de l'OTAN est principalement responsable de ce désastre, vous dites en fait que l'Occident est responsable. Et pour les dirigeants occidentaux, cet argument est catégoriquement inacceptable. Mais alors, quelle serait la suite pour nous? Parce que il y a eu beaucoup de pression sur le Kremlin, enfin sur Poutine, pour qu'il change un peu ses tactiques. Je veux dire, ce n'est pas nouveau. Je me souviens, après 2014, quand il a essayé de se réconcilier avec les Européens, il y avait beaucoup de faucons au Kremlin qui affirmaient que, vous savez, s'ils n'agissent pas de manière plus assertive, l'OTAN interpréterait les efforts de la Russie pour se réconcilier avec l'OTAN comme une faiblesse. Alors ils disaient, eh bien, pourquoi négocions-nous? Nous devrions essentiellement nous préparer à la guerre. Mais cela continue, vous savez, depuis jusqu'à maintenant 2026, quand ils disent pourquoi ne retirons-nous pas, vous savez, ces gants et, vous savez, mettre fin à cette guerre. Voyez-vous cela? Voyez-vous la Russie changer de cap bientôt? Parce que je vois récemment une certaine escalade qui ne se limite pas aux efforts pour détruire tous les réseaux électriques, pour éteindre les lumières,
mais aussi à ce quasi-blocus d'Odessa en attaquant des navires entrant et sortant des ports, des ponts. Il semble que nous pourrions entrer dans une nouvelle étape de la guerre. Ou voyez-vous cela différemment? Eh bien, je pense que les Russes croient que les Ukrainiens sont au bord du gouffre et qu'il y a de bonnes chances qu'au cours de cette année 2026, l'Ukraine s'effondre, que les Russes gagnent sur le champ de bataille. Et ils peuvent le faire de manière conventionnelle, bien sûr. Si cela se produit, il est difficile de le dire. Il est assez remarquable de voir à quel point les Ukrainiens ont été tenaces sur le champ de bataille. Je pensais qu'à la fin de 2025, la guerre serait terminée. Il y aurait eu une armistice. Je ne pensais pas que les Ukrainiens tiendraient encore. Ils tiennent bon. Je pense qu'ils tiennent par un fil, mais ils tiennent bon et ils continuent de recevoir du soutien, notamment des Européens, mais aussi des Américains. Il est donc possible qu'à la fin de 2026, ils soient toujours dans la lutte. C'est possible. Et je pense qu'au cours de l'année à venir, ce que vous verrez, c'est que les Russes vont augmenter la mise au niveau conventionnel. Je pense qu'ils engageront davantage de forces dans le combat. Ils ont d'importantes forces de réserve qu'ils n'ont pas encore engagées et je pense qu'ils vont les déployer et qu'ils vont essayer d'en finir avec les Ukrainiens en 2026. Si cela ne se produit pas, je pense qu'il y aura des raisons puissantes pour que les Russes augmentent la mise et envisagent même d'utiliser des armes nucléaires. Si vous regardez Sergei Karaganov, que je considère comme un stratège russe de premier plan, qui est là depuis longtemps, qui connaît tous les arguments sur la sécurité, la théorie des relations internationales, la dissuasion et ainsi de suite. Vous l'écoutez parler. Il dit essentiellement que le moment est venu pour les Russes d'utiliser des armes nucléaires pour mettre fin à cette guerre. Mais je pense que si l'Occident croit qu'il peut maintenir les Russes engagés dans une guerre d'attrition et empêcher les Russes de gagner cette guerre pendant encore quelques années, ils se trompent. Les Russes feront quelque chose pour mettre fin à la guerre. Et c'est quelque chose qui pourrait bien être l'utilisation d'armes nucléaires. Encore une fois, vous voulez vous rappeler ce que j'ai dit auparavant en décrivant cette guerre comme une menace existentielle du point de vue de la Russie. Les Russes considèrent ce qui se passe comme une menace mortelle en premier lieu. Et deuxièmement, s'ils se trouvent dans une position où ils pensent qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre et en fait qu'ils souffrent énormément parce que la guerre n'a tout simplement pas pris fin, ils seront dans une situation désespérée. Et quand des grandes puissances avec des armes nucléaires sont dans une situation désespérée, il faut vraiment s'inquiéter de ce qu'elles pourraient faire. Donc je pense que d'une manière très importante, tout le monde devrait espérer que les Russes gagnent cette guerre au niveau conventionnel assez rapidement dans la première partie de 2026 et qu'il n'y ait pas d'incitation pour les Russes à vraiment monter l'échelle de l'escalade. Je suppose qu'une autre raison pour laquelle ils pourraient vouloir en finir plus tôt est toute la logique que vous entendez sortir de certaines capitales européennes selon laquelle nous devons garder les Ukrainiens dans le combat un peu plus longtemps pour pouvoir nous préparer. Je veux dire, s'il y a une possibilité que les Européens se préparent et entrent éventuellement en guerre à un stade ultérieur, alors il serait beaucoup mieux de terminer la guerre maintenant avant qu'elle n'ait le temps, je suppose, de s'étendre réellement en une guerre plus large comme pan-européenne. Mais puis-je te poser une question, Glenn? Quel est ton avis sur la pression qui pèse sur Poutine pour, en quelque sorte, augmenter les enjeux, pour escalader et pour mettre fin à cette guerre? As-tu l'impression qu'il est sous une énorme pression pour le faire? Et si oui, comment vois-tu cela se dérouler? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de pression pour ne pas accepter un accord faible venant de Washington à cause de tout, parce qu'ils ont payé un lourd tribut aussi. Ça fait 4 ans de guerre. Ils ont perdu des dizaines de milliers d'hommes. Et l'idée, je pense, est que s'ils acceptent un accord qui permettrait à l'Occident de relancer essentiellement le front ukrainien à l'avenir, alors ils devraient combattre tout cela à nouveau, ce qui serait complètement inacceptable.
Donc il y a beaucoup de gens, je suppose, qui se demandent pourquoi il n'a pas encore mis fin à cela avec des moyens plus féroces. Je veux dire, ce ne sont pas seulement les Russes. J'ai parlé à de nombreux ambassadeurs étrangers en Russie et, enfin, pas des Européens, mais d'autres qui ont également exprimé, vous savez, de la confusion sur pourquoi il n'a pas encore adopté une approche beaucoup plus dure. Et non, je ne sais pas. Juste, Poutine ne me murmure pas à l'oreille, donc je ne suis pas vraiment sûr. Mais je pense à un certain niveau qui se prépare aussi au cas où l'Ukraine tomberait, quand elle tomberait, que cela causerait un désespoir massif en Occident, surtout en Europe, et cela pourrait conduire à des comportements imprudents, éventuellement à rejoindre la guerre. Et si cela arrive, il vaut mieux que la Russie soit préparée, donc avoir accumulé suffisamment d'armes, au moins suffisamment de missiles Smerch qui peuvent frapper des infrastructures critiques en Europe, si c'est la décision que les Européens prennent. Donc, mais encore une fois, oui, je ne suis pas sûr de où ou de quelle direction il pourrait aller. Je sais que beaucoup de la pression qui venait sur Poutine auparavant, il l'a rejetée. Tu as mentionné Karaganov. Tu sais, il viendrait à chaque réunion annuelle de Valdai. Il demanderait, tu sais, plus ou moins, Poutine, pourquoi ne changeons-nous pas notre doctrine nucléaire? Et Poutine, chaque année, disait maintenant, ce n'est pas le moment pour ça. Nous devons la garder. Et puis, bien sûr, à la fin, il a écouté Karaganov et maintenant, ils ont changé la doctrine nucléaire. Et beaucoup de gens pensent que c'est du théâtre politique. Mais tu sais, quand je travaillais comme professeur à Moscou, et je travaillais en fait dans le département avec Karaganov comme patron parce que c'était l'axe de la Grande Eurasie. Il se concentrait sur le pivot de la Russie vers l'Est, donc en regardant comment, tu sais, le mélange technologique, comment la Russie peut coopérer avec la Chine. Et tu sais, je lui ai parlé plusieurs fois et il est assez convaincu que l'article 5 de l'OTAN ne serait pas mis en œuvre de la manière dont beaucoup de gens pensent s'ils lisent le texte attentivement. Et aussi, je ne pense pas que ce soit du théâtre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à Moscou qui veulent vraiment que cela soit escaladé de manière importante, mais je ne suis pas sûr de la façon dont Poutine est influencé par cela. Et si tu ne passes pas au nucléaire, n'est-ce pas, que penses-tu que les Russes peuvent faire au niveau conventionnel pour remporter une victoire rapide ce printemps ou cet été prochain? En d'autres termes, acceptez-vous l'argument selon lequel ils ont de grandes armées de réserve qu'ils peuvent mobiliser, qu'ils peuvent changer de stratégie et percer les lignes de front et faire s'effondrer les défenses ukrainiennes? Je veux dire, quelles sont selon vous les options que les Russes ont au niveau non nucléaire pour gagner cette guerre ou pour y mettre fin? Eh bien, c'est une guerre d'usure. Donc, une fois que l'armée de l'adversaire est affaiblie, et que vous avez des opportunités de percer le front, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez maintenant perturber une grande partie des communications, de la logistique. Il y a plus de possibilités de encercler de grands groupes de troupes. Donc je pense que c'est là où ils en sont, parce que maintenant que l'armée ukrainienne est affaiblie, ils ont une pénurie massive de main-d'œuvre. À ce stade, les Russes semblent ouvrir de nouveaux fronts, en particulier à Kharkiv et Sumy. Donc, je suppose que comme l'Ukraine semble être sur le point de ce qu'on appelle le point de rupture, ce sera le moment d'ouvrir un grand front, un front plus large. Et vous avez également eu des rapports confirmés par les médias occidentaux, selon lesquels beaucoup de nouveaux équipements militaires développés, comme les véhicules blindés et tout, ne vont pas réellement au front. Ils renforcent leurs forces à l'arrière. Donc, encore une fois, c'est difficile de savoir dans le brouillard de la guerre ce qui est réel ou non, mais mon impression est qu'ils construisent une grande force à l'arrière, que ce soit pour profiter d'une percée massive en Ukraine ou si c'est pour nous, c'est-à-dire si les Européens décident d'entrer en guerre. Pour moi, c'est pourtant un peu clair. Oui. Oui, juste une dernière question très brève alors que nous manquons de temps. Comment voyez-vous la voie la plus probable? Si l'Ukraine et l'OTAN sont vaincus dans cette guerre, qu'est-ce qui ferait tomber l'Ukraine? Est-ce une défaite militaire? Est-ce économique? Fragmentation politique? Ou avez-vous des opinions sur cela? Eh bien, je pense que ce qui va se passer ici, c'est qu'à un moment donné, l'Ukraine sera vaincue sur le champ de bataille. Et
étant donné tous les problèmes que les Ukrainiens ont et le fait que les Européens ne peuvent faire que peu pour les aider et que les Américains essaient de se détacher de la guerre en Ukraine, il est difficile de voir comment l'Ukraine peut tenir à long terme. Donc je pense qu'ils perdent sur le champ de bataille. En même temps, je pense que leur économie est dans une situation désespérée et s'ils devaient perdre Odessa et encore plus de territoires qu'ils n'ont déjà perdus, cela ne ferait qu'ajouter à leur malheur. Donc je pense que sur le plan économique, il y a eu l'état réduit qui résulte de cette guerre sera un cas désespéré. Ce sera un cas désespéré sur le plan économique. Et ensuite, sur le plan politique, j'imagine que vous allez avoir de grandes luttes politiques en Ukraine une fois que la guerre sera terminée. Il va y avoir un grand jeu de reproches qui va être blâmé pour avoir perdu cette guerre et ce sera moche. Donc je pense qu'économiquement et politiquement, la vie dans cet État ukrainien réduit sera moche. Et puis, bien sûr, ils auront également perdu sur le champ de bataille. Et puis, la question que vous devez vous poser est à quoi ressembleront les relations Ukraine-Russie à l'avenir? Et comme je l'ai dit plus tôt, je pense que les relations entre l'Europe et la Russie seront extrêmement tendues. Je pense qu'il n'y a aucun doute, les relations entre l'Ukraine et la Russie seront toxiques. Et je pense que les relations entre l'Ukraine et l'Europe seront très compliquées, parce qu'il y aura des pays en Europe, comme la Hongrie et la Slovaquie, qui ont une manière de penser très différente à propos de l'Ukraine par rapport à des pays comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et même des pays comme la France et l'Allemagne, où la France et la Grande-Bretagne seront en désaccord sur certaines questions clés concernant l'Ukraine. Donc l'Ukraine. L'Ukraine fait face à un avenir sombre et nous n'avons même pas ajouté la question démographique. Je veux dire, c'est un pays qui fait face à une spirale de mort démographique. C'est vraiment horrible ce qui se passe. Il y a un article dans le Wall Street Journal ce matin qui dit qu'il est temps pour l'Ukraine de commencer à mobiliser les jeunes, ceux qui sont dans la fin de l'adolescence et début vingtaine et qui ont été largement exemptés de la conscription. Ce serait vraiment bien, vous savez, prendre tous ces jeunes gens et les jeter dans le broyeur à viande. Je veux dire, c'est fou, n'est-ce pas? Cela ne fera qu'exacerber la situation démographique, qui est déjà désastreuse. Donc une fois que cette guerre sera terminée, l'Ukraine sera en très mauvais état. Il n'y a aucun moyen qu'elle sorte de cette guerre gagnante d'une quelconque manière. Elle perd sur presque tous les plans. Et, excusez-moi Glenn, et c'est bien sûr pourquoi des gens comme vous et moi avons longtemps soutenu que cette guerre aurait dû être réglée il y a longtemps. C'est pourquoi les Ukrainiens n'auraient pas dû abandonner le processus de négociation à Istanbul au printemps 2022. Leur situation n'a fait que s'aggraver avec le temps, et s'ils parviennent à tenir encore 1 an ou 2, leur situation ne va pas s'améliorer. C'est ce qui est très important à comprendre ici. Rester dans le combat n'a jamais été une stratégie intelligente de leur point de vue. Ils auraient dû mettre fin à cela il y a longtemps. Donc, quand on fait le bilan, c'est simplement catégoriquement déprimant. Et d'ailleurs, cela revient à mon point précédent, Glenn, que la question de savoir qui est responsable de ce désastre va revenir en force une fois que ce sera terminé, une fois que la guerre sera terminée, une fois que les combats cesseront, une fois qu'on obtiendra une sorte d'armistice. Alors la question sera de savoir qui a causé cela. Et bien sûr, la grande majorité des gens en Occident, ou dans les élites de la politique étrangère en Occident, vont soutenir que ce sont les Russes qui l'ont causé parce qu'ils étaient impérialistes. Mais vous et moi savons mieux que c'est en grande partie le résultat de l'expansion de l'OTAN et que l'Occident est principalement responsable de ce désastre total. Eh bien, même dans le scénario irréaliste où l'Ukraine gagnerait, vous savez, le meilleur scénario possible, qui resterait là pour profiter de la victoire, vous savez, avec cette spirale démographique en déclin. C'est pourquoi c'est très étrange pour moi, et ce qui rend cela beaucoup plus triste aussi, c'est le fait que Zelensky, il savait un peu quelles seraient les conséquences de suivre ce chemin. Vous avez mentionné cela, les négociations au début de 2022. Rappelez-vous qu'en mars 2022, il a donné cette interview à The Economist où il a dit « Il y a beaucoup de pays en Occident
qui ne veulent pas que nous acceptions un accord, qui veulent une longue guerre. Ce sont les mots qu'il a utilisés, longue guerre avec la Russie, parce que nous pourrions affaiblir les Russes, même si cela signifiait la destruction de l'Ukraine. Alors c'est juste. C'est une telle tragédie que, vous savez, nous avons suivi ce chemin maintenant pendant les 4 dernières années, et je pense que probablement la guerre se terminera comme à Odessa, comme vous l'avez suggéré avant. Si, ce sera la meilleure victoire pour les Russes, je pense, parce que s'ils peuvent enclaver, l'Ukraine ne serait pas seulement affaiblie et ne constituerait pas une menace future, un front futur, mais elle perdrait également sa valeur marchande pour l'OTAN en tant qu'instrument d'expulsion de la Russie de la mer Noire. Et même les politiques que vous voyez, l'idée de dérussifier l'Ukraine, je veux dire, cela impliquerait de dérussifier Odessa, une ville russe historique, ce qui serait tout simplement impossible pour les Russes à accepter et à regarder. Donc il semble juste que c'est là que la guerre se terminerait par les Russes. Oui, essentiellement en entrant en SR de Crimée, en entrant à Odessa. Oui. Glenn, juste un autre point qui m'est venu à l'esprit lorsque vous parliez de Zelensky en 2022. Avant que la guerre n'éclate, c'était le 24 février 2022. C'est alors que la guerre a éclaté, comme vous vous en souvenez, en décembre, janvier et la première partie de février. Les Américains disaient que la guerre arrive, la guerre arrive. Nous disions cela constamment. Et Zelensky disait « Arrêtez de dire ça, vous allez provoquer la guerre ». Zelensky n'était pas intéressé par une guerre avec la Russie. Et puis, bien sûr, une fois la guerre éclatée, il est prêt à aller à Istanbul, ou il est prêt à envoyer ses négociateurs à Istanbul. Il est prêt à conclure un accord avec les Russes. Mais ensuite, il commet une erreur fatale et il s'aligne essentiellement avec les Américains et les Britanniques. Il abandonne les négociations à Istanbul et s'engage dans une longue guerre qu'il pense pouvoir gagner. Il adhère à la rhétorique occidentale selon laquelle les succès initiaux de l'Ukraine sur le champ de bataille, et vous vous souvenez, ils ont plutôt bien réussi sur le champ de bataille une fois que la guerre a commencé, que ces succès initiaux, couplés aux sanctions économiques et au soutien militaire de l'Occident, achèveraient les Russes. Et puis, au cours de l'année 2022, encore une fois, les Ukrainiens s'en sortent assez bien sur le champ de bataille. Vous vous souvenez qu'ils ont repoussé les Russes à Kherson, qu'ils ont repoussé les Russes à Kharkiv, et à la fin de 2022, ils pensent qu'ils sont en excellente forme. Et puis vous vous souvenez de l'offensive de juin 2023 qui était censée produire ce grand blitzkrieg qui aurait gravement endommagé l'armée russe. Donc, une fois qu'il accepte à la fin des négociations d'Istanbul la vision occidentale de ce qui va se passer, une fois qu'il change de direction, il est dans de gros ennuis parce qu'il ne s'en rend pas compte, mais il rejoint le camp des perdants. Vous vous souvenez du général Milley, encore une fois, très important. Le général Milley a dit à l'automne, c'est à l'automne 2022, après les succès ukrainiens à Kharkiv et Kherson, le général Milley a dit, c'est le moment de conclure un accord. C'est le point culminant pour l'Ukraine. Et bien sûr, Milley avait raison, mais personne ne voulait entendre ce que Milley avait à dire. Et cela inclut Zelensky parce que Zelensky pensait qu'il était du côté des gagnants, qu'il était en marche, que l'Ukraine allait remporter une grande victoire et qu'on achèverait les Russes ou au moins les blesserait mortellement à l'été 2023. C'était leur pensée. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est juste fait aspirer dans le vortex et il n'y a pas moyen d'en sortir. Et le résultat final est qu'il va être vu par les historiens comme ayant joué un rôle clé dans la destruction de son propre pays. Eh bien, cela était sur ce sujet également, contribuant ensuite à fracturer davantage l'Occident politique également. Alors, il y a je pense que le résultat de cela sera profond. Donc, comme vous l'avez suggéré, je pense que les futurs historiens considéreront cela comme étant l'une de nos plus grandes erreurs en termes d'affaiblissement de la position de l'Occident. Et ce n'est pas seulement politique, Glenn, c'est aussi économique que l'Europe a non seulement souffert politiquement, elle a souffert économiquement de cette guerre.
Oui. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons dépassé un peu le temps là, donc je m'excuse. Et merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé vos idées. Avec plaisir, comme toujours, Glenn. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, et si on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel sur